Donc la question à laquelle je vais essayer de répondre ou d'apporter des éléments de réponse, c'est quelle identité associative faut-il promouvoir? On est déjà dans le normatif. Je ne pourrais pas vous dire que le point de vue que je vais défendre est un point de vue purement scientifique. D'une certaine manière, s'y mêlent des considérations normatives et incontestablement des valeurs particulières. Alors, on peut partir de ce qui est l'idéal des néolibéraux. Vous avez ici Friedrich von Hayek. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut éliminer dans l'action humaine toute perspective téléologique, c'est-à-dire toute perspective qui se donne un but au profit d'un ordre spontané, celui que le marché va organiser. Il faut se débarrasser du mirage de la justice sociale, dit-il. Vous voyez, donc il va très très loin. Et pour aller plus loin, il dit prétendre, comme on le fait aujourd'hui, se fonder sur un ordre spontané, le marché, tout en le corrigeant selon des idées de justice, revient à vouloir en même temps les avantages de deux mondes incompatibles l'un avec l'autre. D'une certaine manière, c'est une phrase qui nous dit que si on va vers la société de marché, on doit renoncer à la justice sociale. À l'inverse, si on veut aller vers la justice sociale, il faut mettre des limites au marché. Et il faut distinguer sur ce plan-là la société de marché où le marché règle tout et l'économie de marché où le marché n'est qu'un moyen. Moi, je suis pour une économie de marché, mais contre une société de marché. Si on admet ce point de vue néolibéral, eh bien, les associations vont avoir un programme très précis. On a observé que l'action publique s'alimentait des actions collectives, du lobbying que pouvaient faire des associations comme l'APF. C'est pourquoi il faut confiner les associations dans un rôle fonctionnel, indépendant, dépolitisé, entre le public et le privé. Secteur indépendant mais nécessaire opérateur pour atténuer les dangers des monopoles publics. Il faut soumettre l'État à la logique du marché et les associations au processus concurrentiel. Donc on voit que si on prend ce point de vue néolibéral, extrême certes, peu de gens vont jusque-là, mais ça inspire beaucoup de réformes et de réflexions malgré tout, eh bien, il faut reconfigurer les associations, les dépolitiser et les réduire à de simples opérateurs économiques, autrement dit à des entreprises sociales purement et simplement. Une entreprise sociale, je vous propose de regarder dans un rapport qui a été publié par l'OCDE et la Commission européenne ce que c'est. Je vais vous lire rapidement ce qui est. Vous allez voir que les entreprises de l'APF, au sein du groupe APF ou dans la mouvance de l'APF, sont des entreprises. Une valeur qui profite aux communautés locales et à la société dans son ensemble. Élargir et approfondir leur impact social en créant de la valeur pour les citoyens, les communautés. On est d'accord. Les services, se focaliser sur le contexte local, en présentant une forte intensité de main-d'œuvre pour accompagner les gens, fondée sur du relationnel. On est toujours dans l'accompagnement, ce que se fixe comme objectif la plupart des associations de solidarité. Et enfin, la gouvernance, les utilisateurs et souvent d'autres acteurs locaux siègent aux organes directeurs de l'entreprise. Ce n'est pas une entreprise où il n'y a que le chef d'entreprise. Là aussi, multi-parties prenantes, on est bien dans ce cas-là. On voit bien qu'il y a une très grande similitude entre les entreprises sociales telles qu'elles sont définies ici. On a les plus grandes difficultés à les mesurer statistiquement et les associations de solidarité ou les fondations qui pouvaient exister auparavant. Et donc la question pourrait être de dire, on est des entreprises sociales et on aurait beaucoup d'arguments à avancer pour dire on est autant des entreprises sociales que le groupe SOS ou d'autres organisations qui se qualifient d'entreprises sociales. Eh bien, je vais essayer de vous démontrer qu'on peut dire ça, mais qu'il faut ajouter autre chose, qu'on n'est pas que des entreprises sociales. Et quand on compare associations et entreprises sociales, il me semble que ce qui est le plus réduit, c'est l'entreprise sociale, et ce qui est le plus ouvert, c'est l'association. Alors regardons une entreprise normale, ce que c'est. Eh bien, il faut organiser une activité économique pour répondre à un besoin, un service, et ce sont les actionnaires, les propriétaires du capital qui vont décider de ce qu'on fait. Il y a donc une logique de service, une logique management et une logique de rentabilité. Pour ceux qui ont mis leur argent dans l'affaire, ils doivent avoir un retour sur investissement. Qu'est-ce qui change dans une entreprise associative? Deux choses. D'abord, la logique de rentabilité disparaît, puisqu'on affiche la non-lucrativité et la loi impose la non-lucrativité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'excédents, mais les excédents ne doivent pas être distribués. Ils doivent servir au projet. Il vaudrait mieux d'ailleurs que l'administration admette que les associations puissent faire des excédents. Parce que sans excédent, quand on va voir son banquier, on n'a pas de fonds propres. Et donc on est dans un statut de mineur sur le plan économique.
Donc première logique, c'est une logique de service à la société ou de service aux membres. Hein, c'est l'intérêt des membres ou l'intérêt plus général qui est visé. Ce ne sont pas des capitalistes qui sont adhérents, ce sont des sociétaires, des militants, des adhérents, des bénévoles. Et puis, on ne fait pas que fournir un service aux personnes. On n'est pas simplement du côté du marché pour offrir une prestation de service. On propose aussi à ceux qui vont être les destinataires de ces services d'être associés à la manière dont fonctionne l'entreprise, de donner leur mot, voire de participer, voire de prendre des responsabilités. Il y a une logique de responsabilisation. Donc vous voyez, on a déjà un modèle très très différent. Et ceci va nous permettre de comprendre la double nature des associations en tant qu'institutions et la double qualité de leurs membres. La double nature des associations. Une association, c'est une entreprise, c'est la partie d'organisation. C'est vrai, il faut la gérer le mieux possible, il faut éviter les gaspillages, il faut que l'on sache ce que l'on doit faire, que l'on définisse les protocoles, les processus, la démarche qualité à son sens. Tout ça, c'est le monde de l'entreprise. Il est à prendre au sérieux. Parce que si l'on veut, on prétend répondre à des valeurs, encore faut-il ne pas gaspiller les ressources que l'on peut mettre pour répondre de manière satisfaisante aux besoins. Mais c'est aussi une institution qui a un projet sociopolitique, qui n'entend pas simplement vendre sur un marché, mais qui entend modifier, transformer la société. Et donc on a un double aspect, organisation et institution. Et les membres de l'association, pour beaucoup d'entre eux, et a fortiori quand on parvient à responsabiliser les gens, ils sont à la fois utilisateurs du service, comme parents d'enfants handicapés, comme personnes en situation de handicap pour d'autres, mais ils sont aussi acteurs, producteurs, participants à la définition de la politique de l'association et des services qu'elle va mettre en œuvre et de la manière dont elle va les mettre en œuvre. Double qualité des membres, et pas seulement des consommateurs, ou des producteurs, si on se situe du côté de la production, et double nature des associations. Ce qui permet de voir que l'association, elle a, comme le dit mon collègue sociologue allemand Helmut Hanneyer, elle a 3 fonctions, et pas une. C'est un opérateur économique, il ne faut pas le nier, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'on est une entreprise sociale. Mais c'est aussi 2 autres choses. C'est un mobilisateur social. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'association, elle a pour but, en anglais on dit l'empowerment, c'est-à-dire d'augmenter le pouvoir d'agir des gens. On va catalyser les ressources de la société civile. La réponse aux problèmes des gens, ça ne se trouve pas seulement dans une prestation de service. Ça se trouve aussi dans un engagement, dans leur possibilité de prendre la parole et de dire les choses. C'est ça, cette capacité de mobilisation sociale. Une entreprise ne mobilisera pas de la même manière, évidemment. Et puis, c'est également un équilibrateur politique. Ça veut dire que la démocratie a besoin de contre-pouvoirs. Et parmi ces contre-pouvoirs, on ne peut pas se contenter des lobbies ou même des syndicats, des lobbies des agriculteurs, des lobbies du laboratoire pharmaceutique. On a besoin aussi de contre-pouvoirs des malades. On l'a vu à propos du sida, par exemple. Mais on a besoin dans tous les domaines de contre-pouvoirs et la vie associative est l'une des formes que prend l'exercice de ce contre-pouvoir. Il y a certaines personnes qui pensent que ce serait mieux que les associations ne fassent qu'un seul rôle, par exemple qu'il n'y ait que le rôle d'opérateur, et qu'elles ne viennent pas nous embêter sur le terrain politique ou qu'elles ne mobilisent pas les capacités d'expression et d'action des gens. Je pense que c'est une erreur, parce que quelqu'un qui serait toujours dans la revendication et seulement dans la revendication, sans faire la preuve qu'il est possible de faire quelque chose, il perd en crédibilité. Alors qu'en prenant des responsabilités économiques, on enrichit aussi la réflexion sur le plan politique et bien évidemment sur la mobilisation sociale. Alors vous avez au sein d'un groupe comme l'APF certainement des associations qui sont plus opérateurs économiques parce qu'elles réalisent des services ou elles gèrent un établissement, d'autres qui sont orientées, et puis ça dépend des moments de la vie de l'association, vers la mobilisation sociale, et enfin d'autres qui font du lobbying et qui agissent au niveau politique pour transformer la société. Alors finalement, vous voyez que on peut dire qu'on est une entreprise sociale, mais pas que une entreprise sociale. On a également d'autres fonctions qui viennent s'ajouter et qui sont au moins aussi importantes que la fonction d'opérateur économique, et il y aurait donc un rétrécissement de l'association. On pourrait terminer en écoutant les paradoxes de François Bloch-Lenné et les conseils de Jean-Michel Bloch-Lenné. Je vous ai dit, ou on vous dira que j'étais président de la commission modèle socio-économique associatif de l'UNIOPS. Ce sont 2 des présidents de l'UNIOPS, et ce sont le père et le fils en l'occurrence.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est intéressant, parce qu'ils se posaient cette question-là dans les années 70 déjà. Il faut des salariés associatifs qui doivent être à un titre ou à un autre des militants. Ce n'est pas le cas dans une entreprise marchande. Il faut des bénévoles qui doivent être qualifiés, évidemment. Des organisations gérées comme des entreprises sans avoir le profit pour objectif. Bonne qualité de gestion, ce n'est pas contradictoire avec la vie associative, c'est même un meilleur outil pour la vie associative. Une mission de service public sans être dépendant des pouvoirs publics, ce qui ne doit pas entamer l'autonomie des associations, c'est un point très important. Et une participation souhaitable des destinataires des services à leur conduite et à leur mise en forme. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser s'étioler la place des bénévoles et qu'il faut maintenir une vraie place à l'intérêt général parmi les objectifs. L'APF, actrice d'une société solidaire et inclusive. On comprend bien, là on est dans le domaine à la fois de la mobilisation des ressources de la société civile et des capacités des gens, voilà, dans l'empowerment. Mais alors ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment les thèmes se déclinent. On n'est pas tout seul dans la société, on est prêt à le faire avec d'autres. Donc l'idée de partenariat avec d'autres associations, mais peut-être aussi avec des entreprises, si on doit régler le problème de l'insertion professionnelle satisfaisante des personnes en situation de handicap, il faut le faire forcément en travaillant avec les entreprises, en travaillant avec les administrations. Convaincre pour faire aboutir les revendications, là on est vraiment dans la fonction de lobbying. Deuxième idée, l'APF accompagne le pouvoir d'agir, en anglais on dit l'empowerment, et d'exister des personnes en situation de handicap. J'ai mis PH pour abréger. Renforcer le pouvoir d'agir, favoriser la sortie de l'isolement. Il y a des choses, on ne rompt pas l'isolement en payant quelqu'un pour le rompre. Quand on est dans le domaine de la relation, on est dans le domaine de la gratuité. Il y aurait une grande perte à tout vouloir transformer par le marché. Et quand on dit que la réponse c'est une entreprise, on dit en même temps que la réponse passe par une prestation de service sur un marché. Ça c'est très important de le voir. Soutenir les personnes dans leur parcours de vie et de santé avec le souci de leur qualité de vie et de celle de leurs aidants. Alors là je suis sensible à ça, je suis davantage spécialisé sur le travail des personnes âgées, mais souvent c'est l'aidant qu'il faut aider par rapport à une personne âgée, parce qu'il ne fait pas attention à lui, ou parce qu'il veut être tout seul à faire tout. Et souvent, l'aidant quitte la personne qui l'aide avant, parce qu'il a été au-delà de ses forces ou de ses capacités, voire parfois, rarement, mais il peut devenir maltraitant. Enfin, troisième point, alors vous voyez, quand je lisais ça, je commence à m'inquiéter, mais alors quand est-ce qu'ils vont parler de l'entreprise, de la fonction économique? Alors c'est venu un peu, mais peut-être que c'est plus important que ça n'est apparaît là, en tout cas. Une association communicante et en développement. Vous voyez, on n'est toujours pas sur la fonction économique. On est sur la manière dont on est présent au monde, hein, et sur le développement, c'est-à-dire le fait qu'il reste des chantiers à ouvrir. Bon, pourquoi pas? Mobiliser les acteurs associatifs, notamment par la communication. Développer l'axe du bénévolat. Le bénévolat n'est pas une ressource gratuite qu'on peut cueillir, hein. Ça se forme, ça demande de l'argent, ça demande du management, le bénévolat. Et donc, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Il faut que les bénévoles ils trouvent leur compte aussi dans ce bénévolat. Même s'ils viennent avec des motivations tout à fait altruistes, ils veulent être efficaces, ils ne veulent pas qu'on se paye de mots, que la réalité corresponde bien à ce qu'on leur dit. Donner une identité au modèle économique associatif de l'APF. Alors d'une certaine manière, on revient aux questions que je posais de manière un peu plus précise, mais il est vrai que l'APF, c'est tout un ensemble d'activités sur les trois pôles. Alors mais j'allais dire, tous les membres de l'APF sont d'une certaine manière acteurs des trois pôles. Alors plus ou moins, quand on est gérant dans l'établissement. Enfin, valoriser les actions, expertise, communication globale, outils, accompagnement. Les entreprises sociales, le groupe SOS sont des champions en matière de communication. Et souvent, les associations restent dans la discrétion. Moi qui suis dans un mouvement comme l'UNIOPS, j'apprends par hasard souvent les innovations qui ont lieu dans le réseau. On ne pense pas à valoriser. Parfois, c'est vrai que ça peut être contre-productif, mais si on ne le fait pas, on a l'impression que ce qui ne se voit pas n'existe pas. On a l'impression que ça n'est pas de bonne qualité parce qu'on n'en parle pas, ou qu'on en a honte, que sais-je. Mais en tout cas, cet axe de la communication est incontestablement important.